Alors, cet après-midi, on va shifter un petit peu, on va parler de l'autonomie à apprendre, mais vous allez voir que c'est extrêmement proche des notions d'apprentissage autorégulé et de métacognition dont on a parlé ce matin. Alors, notre groupe ADAPT existe depuis 17 ans et ça fait 17 ans qu'on se penche sur la réussite dans l'enseignement supérieur, qu'on prend d'ailleurs toujours autant de plaisir à collaborer et à tenter de répondre à des questions qui nous taraudent. Et la dernière en date, et on a commencé nos travaux en 2018, c'est développer l'autonomie à apprendre et je suis vraiment honorée de pouvoir faire cette première présentation sur ce sujet dans le cadre de cette journée. Alors, vous aurez bien sûr le diaporama, donc voici les coordonnées de tous les membres existants et vous avez ici en bas l'adresse de notre site sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos publications, nos présentations, etc. Alors, au programme, ce qu'on vous propose, c'est d'abord une définition de l'autonomie. Comme dans la littérature, il n'y en a aucune qui nous plaisait, qui nous convenait, on a décidé avec le groupe ADAPT d'en concevoir une nous-mêmes à partir d'une revue de la littérature. Et ensuite, je vous présenterai un modèle de l'apprentissage autorégulé, un autre modèle, quoique vous allez voir, il y a énormément de similitudes avec le modèle que Jean-Louis vous a présenté. Et on essayera sans doute de faire les liens avec la métacognition. Ensuite, vous aurez des exemples de mise en pratique de ce modèle, à la fois dans un établissement de promotion sociale, c'est Sylvie Denis qui nous présentera ça. En haute école, c'est Isabelle Lambert et dans le cadre de l'Université Saint-Louis, c'est Karine Dejean. Et pour conclure, Sylviane Bachy nous donnera quelques éléments qui pourraient vous faciliter l'appropriation de la démarche ou des démarches qui ont été mises en œuvre pour utiliser le modèle de l'apprentissage autorégulé pour en fait développer l'autonomie qui était notre but commun. Alors, je vais m'atteler à la première partie et donc je vous présente cette définition en 4 parties. La première partie, c'est vraiment la définition. Les autres, ce sont des caractéristiques mais qui ont leur importance. Donc, dans l'enseignement, et on pourrait même ajouter l'enseignement supérieur, c'est celui-là sur lequel on s'est penché, l'autonomie est la compétence à gérer ses propres apprentissages de manière indépendante, c'est-à-dire sans intervention d'autrui comme moteur dans le processus. Alors, j'ai envie de mettre l'accent sur 2 mots. Le premier, c'est le mot compétence. Donc, on a considéré que l'autonomie était une compétence et ce n'est pas anodin parce que qui dit compétence dit mobilisation d'un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans la réalisation d'une activité complexe. Et donc, tout ça, je vous demande de garder un petit peu ça en mémoire parce que tout ça, ça va intervenir dans le modèle, vous le verrez. Et puis, le deuxième élément sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est que c'est la compétence à gérer ses apprentissages de manière indépendante, sans intervention d'autrui, comme moteur dans le processus. Et là, pour travailler avec énormément de professeurs à la mise en place de l'autonomie et donc du modèle de l'apprentissage autorégulé en classe, je me rends compte qu'il y a beaucoup de professeurs qui s'arrêtent à gérer ses propres apprentissages de manière indépendante et que pour eux, ça veut dire seul. Or, la dernière partie de la phrase est super importante. On est aussi autonome si on utilise des ressources, notamment des ressources humaines. Alors, une caractéristique, c'est que l'autonomie peut se manifester de différentes manières selon les contextes et selon les apprenants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un étudiant peut être autonome dans un contexte,
donc avec Monsieur Dupont, et ne pas du tout l'être avec Madame Durand. Mais ça veut aussi dire que Michael peut être autonome chez Monsieur Dupont, alors que Zoé peut ne pas du tout être autonome chez ce même Monsieur Dupont. Alors, dans l'autonomie, on évoque une visée émancipatrice, alors que l'étudiant doit répondre aux attentes des professeurs. C'est bien ça qui se passe dans l'enseignement. Et ça peut paraître paradoxal. Et donc, nous mettons l'accent sur le fait que le rôle de l'enseignant, c'est de définir de manière très explicite ses exigences, ses attendus, ses objectifs, pour favoriser l'autonomie de l'élève, donc là, ou de l'étudiant. Ça m'a échappé, là, le élève, mais il faut dire que je travaille à la fois avec, pour le moment, 65 professeurs de l'enseignement secondaire et des professeurs de l'université. Donc, ce n'est pas toujours facile de passer de l'un à l'autre, de élève à étudiant. Et pour terminer, et c'est bien l'objet de notre communication, c'est que l'autonomie peut se développer et donc faire l'objet d'un accompagnement. Alors, si ça va pour vous, cette définition, je vais m'atteler maintenant à construire, à vous faire découvrir progressivement les différents blocs, les différents Legos qui vont nous permettre d'arriver au modèle de l'apprentissage autorégulé sur lequel le groupe ADAPT se base. Je suis personnellement partie des difficultés éprouvées par les élèves et sur lesquelles les enseignants mettent aussi facilement ou assez facilement le doigt pour dégager les différentes facettes de l'apprentissage. Et donc, ce que je vais vous montrer, ce sont des verbatims, soit d'élèves, soit de professeurs. Donc, par rapport à une tâche, comme par exemple l'étude d'un cours de physique, un élève pourrait dire « c'est fichu d'avance, le prof est trop vache, donc je ne réussirai jamais la physique ». Et vous reconnaissez bien sûr que cet élève a une perception très négative de sa contrôlabilité, du pouvoir qu'il a sur la réussite de ce cours de physique. Un autre élève pourrait dire « mais moi je suis archi nul en physique, on me l'a toujours dit, d'ailleurs je n'ai même pas réussi dans le secondaire ». Cet élève a une perception tout à fait négative de sa compétence, hein, il a un sentiment d'efficacité personnelle très très bas, en tout cas en physique. Et un troisième élève pourrait dire « mais à quoi ça sert de faire ces exercices de physique ? Moi, je veux être vétérinaire, je ne vois vraiment pas le lien. » Et donc, par rapport à ce cours de physique, cet élève perçoit très négativement la valeur de ce qu'on lui demande de faire. Alors, les pédagogues que vous êtes, tous avaient évidemment reconnu la facette de l'apprentissage qui se cache derrière ces difficultés. Il s'agit bien sûr de la motivation. Mais dans notre groupe ADAPT, il y a maintenant une petite dizaine d'années, on s'est rendu compte que parfois la difficulté des élèves n'était pas de l'ordre de la motivation et qu'on rencontrait énormément d'élèves qui nous disaient ceci, qui nous disaient « je sais que je dois m'y mettre, je suis motivée pour mes études, je veux devenir médecin vétérinaire, mais je n'arrive pas à m'y mettre ». Et donc, dans le groupe ADAPT, on a distingué ce qui est de l'ordre de la motivation de la mise au travail. Ce matin, on a considéré les deux ensemble. Nous, pour nos travaux, il nous semble vraiment important de distinguer les deux. Admettons maintenant que l'élève n'éprouve ni de difficulté motivationnelle, ni de difficulté à se mettre au travail. Il étudie son cours de physique, il répond aux questions de l'interrogation et quand le professeur corrige l'interrogation, eh bien, il met comme commentaire « tu n'étudies pas assez en profondeur ».
Et donc, ça concerne réellement la cognition, l'exécution d'une tâche complexe, l'étude et la mémorisation d'un cours de physique. Mais le prof a mis ça sans en discuter avec l'élève, mais peut-être que l'étudiant, lui, excusez-moi si je dis élève, je vais me donner une petite baffe comme ça pour y penser, l'étudiant, lui, il peut dire, mais en fait, c'est pas ça, je sais bien que j'ai étudié un peu superficiellement, mais je n'ai pas eu le temps d'étudier à fond parce que le même jour, on avait un gros examen d'anatomie et voilà, j'ai été pris par le temps. Donc là, la difficulté que l'élève a rencontrée, c'est vraiment la planification des tâches complexes, de l'ensemble des tâches complexes. Et ces deux aspects, l'exécution des tâches et la planification des tâches, nous, on la met dans la boucle de la cognition. Mais il se peut aussi qu'un autre étudiant ait rencontré d'autres difficultés. Il n'avait pas cet examen d'anatomie parce qu'il est en pharmacie, il n'est pas en sciences vétérinaires, mais lui, il a étudié son cours de physique, mais il a été tout le temps, ou elle a été tout le temps distraite par ses notifications sur son GSM, par les différents réseaux sociaux. Et donc, c'est plutôt le maintien de l'effort dans l'exécution de la tâche complexe qui a porté problème. Alors, les couleurs ont une importance dans la présentation. Vous voyez que j'ai vraiment utilisé, c'est très coloré, c'est pas pour maintenir votre attention, c'est vraiment parce que ça a un intérêt pédagogique. J'ai essayé d'être pédagogique, comme le disait Nadine Postio ce matin. J'ai essayé de faire preuve de pédagogie. Et le maintien de l'effort et la mise au travail sont en fait les deux faces d'une même pièce que nous appelons et qu'on appelle dans la littérature d'ailleurs la volition. Alors, si on retire les verbatims de cette diapositive, on a toutes nos briques de construction pour élaborer le modèle. Donc maintenant, je vais vous demander de bien me suivre parce qu'on va passer à la construction de ce modèle. Alors, un modèle, vous savez ce que c'est un schéma qui tente d'expliquer la réalité. Il a ses imperfections, il est évolutif. Moi, j'ai fait le petit exercice de regarder combien de modèles j'avais déjà publiés sur le thème et c'est la 5e version publiée de ce modèle-ci. Et la première, je l'avais publiée dans la revue des cahiers pédagogiques en 96. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'évolutif et je ne doute pas que le groupe ADAPT fera encore évoluer ce modèle. Il y a bien sûr, je n'ai pas mis toutes les références liées à ce modèle, mais en allant voir les références de tous les articles que j'ai publiés sur ce modèle-ci, vous trouverez toutes les autres références, évidemment, mais je n'allais pas mettre 15 ou 20 pages, je n'ai pas calculé, mais de références. Alors, on a vu que l'autonomie dépendait très fort du contexte, c'est le premier mot du modèle. On a vu aussi que que l'autonomie dépendait énormément des caractéristiques de l'apprenant et que puisque l'autonomie est une compétence, quelque part, l'étudiant réalise une activité complexe. Alors, on avait une première brique qui était la motivation et on retrouve les croyances motivationnelles. Donc, j'ai repris les termes que Jean-Louis Berger a utilisés ce matin. Et Jean-Louis, dans son livre Le Rouge, qui vous a montré ce matin, c'est de la motivation à la métacognition, il distingue les croyances motivationnelles pour la tâche, des motivationnelles pour la discipline. Et j'ai trouvé que c'était pertinent de les différencier dans le modèle. Ensuite, on avait une deuxième brique qui était la mise au travail. On a vu que la mise au travail, c'était un côté de l'aspect volitionnel. Ensuite, l'exécution des tâches, la planification des tâches.
Et enfin, la persévérance. Et puisque la persévérance, c'est aussi la volition, bien, pour gagner de l'espace, je rassemble les deux dans une même boucle. Et pour gagner encore de l'espace, parce que le modèle n'est pas terminé, je vais mettre la boucle de la volition à l'intérieur de la boucle de la cognition. Alors, on a vu que quand l'étudiant exécute une tâche, il le fait pour atteindre un objectif. L'exemple que je vous ai donné, c'était réussir l'interrogation de physique. Et on a vu, alors ça a impliqué qu'il se définisse certains objectifs, ou à l'école, souvent, c'est le professeur qui définit les objectifs. Tout dépend du niveau d'autonomie qu'on exige de nos élèves et de nos étudiants. Et on a vu aussi que ce n'est pas parce que l'élève est motivé qu'il se met au travail, qu'il exécute la tâche, qu'il les planifie et qu'il persévère. Parfois, heureusement, il atteint son objectif, mais parfois, il ne l'atteint pas, puisque le professeur disait « tu as étudié beaucoup trop superficiellement ». Et donc, on va voir ce qui manque dans notre modèle pour que les objectifs soient atteints. Alors, on va prendre l'exemple emblématique et que Sylviane va reprendre tout à l'heure dans sa conclusion d'une évaluation formative. Lorsqu'un professeur fait une évaluation formative, qu'est-ce qu'il attend de ses élèves et de ses étudiants? C'est que les étudiants comprennent les erreurs qu'ils font lors de la première évaluation. Mais souvent, ce que le professeur constate, c'est qu'il pose quasi les mêmes questions à l'interro et à l'examen et que pourtant, il n'y a pas d'amélioration. Et l'étudiant, lui, parfois, il dit cette interrogation l'a ratée, je ne veux plus la voir. Donc, je ne m'intéresse même pas aux erreurs que j'ai faites parce que ça me fait trop souffrir de voir cette interrogation ratée, alors que j'avais quand même bien travaillé. Et donc, qu'est-ce qu'il manque? Souvent, ces étudiants, on les retrouve dans nos services d'aide à la réussite. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, écoute un petit peu, il faut que tu ressortes cet interro et que tu t'arrêtes un petit peu. Sinon, tu vas droit dans le mur. Tu dois observer ton interrogation, tu dois observer comment tu as étudié, tu dois vraiment faire un arrêt. Et là, vous me voyez venir, hein, c'est exactement ce qu'on demande quand on demande aux élèves une activité métacognitive. Mais observer seulement l'erreur, observer ce qu'on a fait ne suffit pas. Il faut en plus que tu l'analyses. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle erreur as-tu faite? Et enfin, une fois que tu as fait une analyse pertinente, tu dois ajuster et corriger tes erreurs afin de t'améliorer. On a là les 3 étapes de la régulation. Et c'est ce... Oui, voilà. J'hésitais à savoir quelle diapositive suivait. Mais on a les 3 étapes de la régulation et ça ne suffit pas encore que l'élève fasse ces 3 étapes. Je vais vous donner 3 exemples. Quand dans nos services d'aide à la réussite, on reçoit des étudiants en difficulté par rapport à la planification, on leur dit « mais tu vois, tu devais planifier ton interrogation de physique et ton examen d'anatomie. Parce que sinon, voilà, tu as foncé droit dans le mur et tu n'as pas eu assez de temps. » Et les élèves, les étudiants, qu'est-ce qu'ils nous disent? « Mais madame, moi, je ne sais pas faire un planning. J'en ai déjà fait des dizaines, mais je ne m'y tiens jamais. » Donc, qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque des connaissances métacognitives pour réaliser un planning correct. Je prends un autre exemple. J'ai travaillé à l'Université de Namur avec un professeur d'anglais. Il avait fait un magnifique moment formatif et il avait donné comme message à certains de ses étudiants
que le texte argumenté qu'ils avaient rédigé n'était pas satisfaisant parce qu'ils n'étaient pas capables de structurer leurs pensées. Et à la fin, j'ai interviewé ces étudiants après l'examen. Ils ont dit, moi, madame, je n'ai pas pu m'améliorer parce que je ne savais pas comment structurer ma pensée. Donc, il leur manquait des connaissances métacognitives pour structurer leur pensée. Et un dernier exemple sont les étudiants qui arrivent chez nous et qui nous disent, c'est une catastrophe, hein. Moi, je fais vraiment, vraiment ce que vous avez dit. Je m'y prends longtemps à l'avance pour étudier. Mais j'oublie tout tellement vite que j'ai compris que ça ne servait à rien. Donc maintenant, j'étudie la veille. Alors à l'université, c'est vraiment une cata d'étudier la veille. Donc ils n'ont pas des connaissances métacognitives sur l'importance de la mémorisation, l'importance de la réactivation lorsqu'on étudie des quantités importantes. Donc, c'est 3 exemples qui vous montrent que dans notre modèle, on va attribuer vraiment une large part aux connaissances métacognitives, à la valise d'outils. Et je rejoins tout à fait Jean-Louis ce matin qui disait ce sont des connaissances à propos de la tâche, à propos de soi-même en tant qu'apprenant et à propos surtout des stratégies à mettre en œuvre. Alors, j'ai presque terminé. Voilà le modèle tel qu'on l'avait laissé. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute la régulation des apprentissages, la boucle de régulation et les connaissances. Forcément, pour exécuter les tâches, on a besoin des connaissances sur les notions qu'on va traiter, mais on a aussi surtout besoin des connaissances pour analyser et ajuster à bon escient. Alors, je vais terminer en disant que ce modèle, pour nous, il est fonctionnel. Ça veut dire que vous voyez un certain nombre d'étapes à mettre en œuvre pour devenir autonome. Ça, c'est du point de vue des étudiants, mais du point de vue de l'élève, c'est un certain nombre d'étapes par lesquelles faire passer les étudiants pour les rendre autonomes. Et vous voyez aussi qu'il y a plein de petits logos que vous retrouverez dans les présentations de mes collègues parce que ce sont des logos qu'on montre aux étudiants pour qu'ils progressivement qu'ils intègrent le processus et pour favoriser le transfert de l'autonomie. Voilà, et alors une dernière chose, vous voyez que la régulation, puisqu'il y a une double flèche aussi, porte autant sur les aspects motivationnels que sur les aspects volitionnels et que sur les aspects liés à la cognition, hein, que ce soit la définition des objectifs, la planification ou l'exécution des tâches. Et que tout ça, c'est bien dans l'optique d'atteindre son but ou son objectif. Et je pense qu'on retrouve là tous les mots qu'on a vus ce matin présentés par Jean-Louis, par Marc, par Stéphane aussi. Voilà, j'en ai terminé. Et maintenant, je vais passer la parole à Sylvie qui va présenter la mise en œuvre de ce modèle ou d'une partie de ce modèle dans son établissement. Oui, mais comme l'expliquait Mireille, donc c'est un modèle sur lequel nous travaillons donc depuis quelques années. Et donc, ça fait quelques années que nous avons eu l'occasion de l'utiliser non seulement avec les étudiants dans le cadre de l'aide à la réussite, mais également dans des réflexions menées avec des enseignants dans le cadre de l'amélioration éventuelle de leur dispositif de cours. Et donc, en ce qui me concerne, je vais vous parler de 2 exemples de mise en pratique en enseignement supérieur de promotion sociale, un en bachelier en droit et un en bachelier en conseil conjugal et familial. En fait, vous allez voir que ces 2 exemples sont assez proches l'un de l'autre, puisque il a été décidé, donc sur base du modèle qui a été présenté aux 2 enseignants, de travailler à la fois au niveau de la boucle de la cognition et au niveau de la boucle de la régulation.
Dans le cadre donc du cours d'éléments de management pour le bachelier en droit, en fait, il s'agissait de soutenir les étudiants dans une tâche complexe qui était le fait de lire un article de presse spécialisée et de pouvoir en extraire des éléments en lien avec le management pour pouvoir répondre à une question sur le management, sur le style de leadership d'un leader, de la présentation d'un patron ou sur le type d'organisation d'une entreprise. Et donc, l'enseignant s'était rendu compte que les étudiants rataient régulièrement cette question à l'examen et il en était profondément étonné. Et donc, on a décidé de mettre en place des choses pour soutenir les étudiants dans la préparation de cette question d'examen en favorisant notamment la métacognition. Et donc, ce qui a été fait dans cette classe, mais qui a été fait dans l'autre classe également, c'est de présenter le modèle aux étudiants et de leur dire, mais voilà ce sur quoi nous allons travailler. On va essayer de favoriser votre métacognition pour vous aider à expliciter comment vous lisez un article, comment vous le résumez, etc., pour essayer de vous aider à le faire de mieux en mieux pour pouvoir in fine, répondre correctement à l'examen. Voilà, oui, tu peux passer. Ce qui a permis aux formateurs de se rendre compte du niveau réel des étudiants parce que, en effet, en enseignement de promotion sociale, on est régulièrement face à des apprenants qui sont en reprise d'études, qui ont étudié depuis longtemps, qui ne sont pas toujours arrivés comment dire, à des réussites même dans l'enseignement secondaire. Et donc, l'enseignant a pu adapter son cours et surtout ses consignes afin de permettre aux étudiants de travailler correctement en autonomie pour la préparation de l'exercice. Pour les étudiants, évidemment, une meilleure compréhension des attentes de l'enseignant et la possibilité, évidemment, de progresser dans cette compétence qui était lecture d'un article. Voilà. Alors, le deuxième exemple se rapproche très fort. Là, on est dans un cours d'éléments de base en philosophie dont l'acquis d'apprentissage visé est de relever dans un texte imposé les éléments de base de la philosophie et de pouvoir en expliciter les visions de l'auteur. Et donc là, l'objectif de l'enseignant était vraiment de montrer aux étudiants comment relever des éléments de qu'est-ce que c'est qu'un élément de philosophie et comment atteindre cet acquis d'apprentissage. Et donc, avec lui, on a mis toute une série de balises en place pour travailler cette boucle de régulation en disant, à telle séance, on va faire un exercice, c'est le prof qui va montrer comment il fait. À la séance suivante, l'étudiant va faire l'exercice seul et puis ils vont faire l'exercice ensemble et puis ils le feront en autonomie avec chaque fois des feedbacks des enseignants. Oui, je pense que tu peux passer. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un dispositif qui avait été mis en place en 19-20 et puis qui a encore été amélioré par l'enseignant en 20-21, puisque là, il a continué la démarche en organisant la co-construction de sa fameuse grille de recherche d'éléments de base en philosophie avec les étudiants et en leur présentant sur base de cette grille-là, une grille d'évaluation détaillée, mais toujours avec la réalisation d'exercices itératifs avec toute une série de feedbacks. Alors, je vous avoue que au niveau du timing, ces deux exemples, en tout cas pour l'année académique 2019-2020, ont malheureusement été profondément chamboulés par l'arrivée du Covid, puisque les deux cours commençaient en janvier 2020 et qu'on est passé à distance au mois de mars, ce qui n'a pas permis l'organisation donc plus régulière de questionnaires de feedback. Voilà, juste encore la dernière dia qui présente, au dire de l'enseignant et des étudiants via des questionnaires d'évaluation de l'enseignement, les bénéfices sont davantage de motivation, une compréhension plus fine de ce qui est attendu et un apprentissage en profondeur de la lecture, ce qui m'a dit l'enseignant, contribué au regret des étudiants de ne pas avoir assez de place sur les formulaires de
questionnaire d'examen pour dire tout ce qu'ils avaient envie de dire. Voilà, je passe la parole à Isabelle Lambert pour la partie suivante. Oui, bonjour, merci Sylvie. Voilà, donc moi je suis Isabelle Lambert, je suis coordinatrice des services d'aide à la réussite à la Haute École Robert Schuman. Je suis aussi enseignante à la Haute École Robert Schuman et moi je vais vous parler d'un dispositif qu'on a mis en place en collaboration entre les services d'aide à la réussite et 2 enseignants d'une activité d'apprentissage de psychologie générale. Dans un baccalauréat d'éducateurs spécialisés en accompagnement psychoéducatif, avec la particularité qu'on a un public qui est souvent marqué par un parcours scolaire chaotique, voire un parcours scolaire d'échec, et donc qui arrive très fréquemment chez nous avec déjà des représentations très négatives sur leurs compétences et leur capacité à réussir un cours qu'ils envisagent comme théorique avant même d'y arriver. Alors, on est parti de nos constats de départ, donc qui ont été recueillis de 2 façons, qui ont été recueillis lors des épreuves d'examen blanc qu'on organise à mi-décembre. Il faut savoir que cette activité d'enseignement se donne au premier quadrimestre et aussi au second quadrimestre. Et donc, au premier quadrimestre, juste après le congé d'automne, que les services d'aide à la réussite présentent comme le premier blocus, les étudiants sont invités pour certains cours, uniquement pour certains cours, à passer une épreuve d'examen blanc. Et donc, c'est organisé en collaboration avec le SAR. Pourquoi c'est organisé en collaboration avec le SAR? Parce qu'on estime que l'examen blanc est l'occasion pour l'étudiant de faire une pause et de se poser la question de est-ce que mes méthodes de travail me permettent donc, de réussir l'examen blanc qui va m'être proposé par cet enseignant. Donc, c'est ce qu'on appelle le pré-test. Ils reçoivent un pré-test qu'on a conçu de façon numérique, anonyme. Moi, qui gère les formulaires, je vois qui a répondu, mais c'est totalement anonymisé derrière. Donc, les étudiants, eux, c'est un outil pour eux, en fait, pour qu'ils puissent, eux, prendre conscience de « tiens, je n'avais pas pensé à faire ça, je n'avais pas pensé à faire ça, je n'avais pas pensé à faire ça ». C'est aussi l'idée qu'avant l'épreuve, certains considèrent que leurs méthodes de travail sont efficaces et que passer l'épreuve va leur faire prendre conscience que peut-être ces méthodes de travail n'étaient pas aussi adaptées. Donc, ils passent le pré-test, ils passent l'examen blanc, et puis ils passent un post-test dans lequel on leur demande, maintenant que vous avez terminé l'épreuve, que pensez-vous de vos méthodes de travail? Est-ce qu'elles ont été porteuses en termes de réussite à cette épreuve? Donc, le premier souci qu'on a constaté dans ce pré-test et dans ce post-test, c'est que les étudiants verbalisent clairement leurs difficultés volitionnelles, leurs difficultés à se mettre au travail. Je pense que c'est même ce que me relaient le plus mes collaborateurs de l'aide à la réussite. On a à peu près 80% des demandes de soutien en aide à la réussite qui ne sont pas liées à des compétences matières, mais plutôt à « aidez-moi à me mettre au travail, aidez-moi à entrer dans la démarche ». Et effectivement, ici, on se rend compte que les étudiants nous disent qu'ils ne relisent pas leurs notes, donc 68% nous le disent, qu'ils ne relisent pas leur syllabus, qu'ils ne lisent pas, leur syllabus ni avant ni après le cours, qu'ils ne réalisent pas les exercices qui sont proposés en classe et qu'ils ne refont pas les exercices vus en cours. Donc, au départ de ça, on a continué à investiguer, on a constaté un deuxième souci, une vraie difficulté à exploiter des stratégies efficaces pour atteindre les objectifs de cet art. Alors, là, c'est plutôt les retours spontanés des étudiants et des enseignants. Donc, durant les cours, les étudiants disent comprendre la matière. En fait, c'est souvent un retour qu'on a dans les services d'aide à la réussite. Ils viennent nous trouver, je ne comprends pas. En cours, c'est clair, je comprends tout. Et puis, je sais, quand je suis devant ma feuille d'examen, quand je suis devant un exercice, je ne sais rien en faire. Donc, ils ont cette impression de comprendre, mais ils ne savent pas l'exploiter. Et alors, le constat des enseignants impliqués dans l'UE va également dans ce sens, notamment lors des épreuves formatives. Il n'y a pas que l'examen blanc, il y en a plusieurs. Mais ils constatent que les étudiants n'arrivent pas à exploiter les concepts. Ils se rendent vraiment compte que les étudiants apprennent par cœur, donc ils savent restituer le contenu, mais ils ne savent pas exploiter la matière. Or, c'est le processus évaluatif de ce cours-là, le processus certificatif, ce n'est jamais une restitution de contenu, c'est une exploitation de la matière pour faire des analyses liées à leur futur métier. Le troisième souci, c'est la difficulté qu'ont les étudiants à se réguler
lorsqu'ils sont confrontés à des activités, à des difficultés. Ben, on l'a constaté, par exemple, lors de l'examen blanc, on organise une consultation des copies avec commentaires. On a beaucoup d'étudiants qui ne viennent pas consulter leurs copies et ceux qui viennent consulter leurs copies posent rarement des questions sur comment je pourrais m'améliorer, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer d'impacter ça un petit peu en 3 temps. Alors, d'abord, impacter positivement la motivation, la mise au travail. Donc, vraiment, cette difficulté pour les étudiants d'entrer, de se mobiliser, de se mettre au travail. Alors, on a essayé un petit peu de s'adapter à ce qui est important pour eux et à leur culture. Et donc, on leur a proposé de leur concevoir toutes les semaines une micro-capsule vidéo qui prend une forme soit d'un dessin animé, enfin, une forme de Powtoon, soit une petite BD animée, soit un petit PowerPoint un petit peu plus ludique animé, soit des quiz aussi où on est à leur disposition. On leur a dit ça ne dépassera jamais 3 minutes et c'est une façon ludique de revoir la matière. Alors nous, l'idée, c'était de les mettre au défi, justement. Alors on a dit, on va essayer d'avoir le plus de likes possible. Donc voilà, on a créé ça toutes les semaines pour eux. C'est posté généralement le lundi, en sachant que le cours se donne le jeudi. Et les étudiants, en plus de la petite capsule vidéo, sont invités à réaliser une petite analyse de cas sous la forme d'un quiz autocorrectif. Et à noter donc, le type de difficultés rencontrées sur un papier pour venir en classe avec les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors, dans l'autocorrectif, ils ont à la fois, évidemment, la réponse qui était attendue, et à chaque fois que la réponse n'est pas la réponse attendue, ils ont un explicatif du type d'erreur qu'ils ont commis, de ce qu'on a voulu créer comme diversion, etc. En disant, tiens, tu vois, on a volontairement mis ce mot-là pour créer la confusion, etc. Donc, à chaque fois, leurs erreurs leur sont expliquées et on essaye de les relancer. Dans les stratégies cognitives, donc dans tout ce qui est plus lié alors à développer des stratégies cognitives efficaces, on a vraiment beaucoup travaillé sur la planification des tâches avec eux et tout le temps. Donc, chaque cours chaque cours s'organise autour au moins d'une analyse situationnelle. Il y a au moins une analyse de cas dans chaque cours donné, en lien avec la matière qui vient d'être vue. Et on invite les étudiants à verbaliser les étapes de leur réflexion. Alors, ils le verbalisent en groupe, ils le verbalisent spontanément devant l'enseignant. L'enseignant note parfois ces étapes au tableau, parfois régule en direct. En tout cas, l'idée, c'est qu'ensemble, ils réfléchissent à, tiens, c'est quoi la façon intelligente de structurer ma réflexion, de structurer mes tâches face à l'analyse de cas qu'on m'a donnée, face à la situation qu'on m'a donnée. Une fois que les étudiants ont fait ça, au terme de chaque exercice, l'enseignant fait un lien explicite, direct, très concret avec leur réalité professionnelle. Donc, à chaque fois, en disant, tu vois, par exemple, si tu es face à un parent, cette démarche qu'on vient de travailler ensemble, cette planification des tâches, tu dois la voir aussi rapidement dans ta tête, à ce moment-là, etc. Et on fait systématiquement aussi le parallèle avec les modalités d'évaluation. Et notamment, on est en train cette année d'essayer de concevoir une mise en parallèle entre cette explicitation des modalités d'évaluation et notre grille d'évaluation qui est conçue. Donc, on a comme idée cette année de leur faire concevoir notre propre grille d'évaluation derrière. Ensuite, on essaye aussi d'organiser ce fameux temps de pause, d'amorcer ce processus de « je m'arrête pour faire le point, pour observer ». Alors, on leur a proposé une fiche métacognitive. Donc, systématiquement, les 10 dernières minutes du cours, ils reçoivent la fiche, on leur donne en version papier, on leur donnait en version papier, et ils la remplissent en direct. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la fiche métacognitive? Durant l'exercice, qu'est-ce que j'ai pu réaliser facilement et pourquoi? Quels éléments ont été les plus complexes à réaliser? Pourquoi? Lors du prochain exercice, comment puis-je faire pour que mes analyses soient plus adaptées? Pour la semaine prochaine, quels éléments matière dois-je relire pour mieux comprendre? Et pour la semaine prochaine, que vais-je faire comme démarche? Donc, poser des questions, refaire des exercices, relire mon syllabus, refaire les quiz autoformatifs, envoyer des questions pour suivre sereinement le cours. Donc, on les invite vraiment, les enseignants sont là avec eux, à remplir cette fiche métacognitive. Ensuite, on leur dit de quoi j'ai besoin. Donc, ils font la fiche, mais on veut un petit élément de synthèse. Donc, on leur dit, voilà, vous nous envoyez les questions qui vous posent encore problème, les questions de matière ou bien les questions sur
comment s'organiser, comment réfléchir à une analyse de cas, etc. Ils sont aussi, pour certains, accompagnés par des tuteurs, donc des étudiants de bac 2, de bac 3, qui ont eux-mêmes vécu le dispositif de cours et qui les accompagnent dans leur parcours d'aide à la réussite. Alors, les questions qui sont envoyées à l'enseignant, elles sont reprises systématiquement au début du cours. Elles sont aussi réintégrées dans les capsules vidéo. Donc, les capsules vidéo sont conçues toutes les semaines après réception des questions des étudiants pour que dans la capsule vidéo, on dise, tiens, par exemple, certains n'avaient pas compris cet élément-là, donc on le réexplique ici. Ce qui fait que les étudiants se sentent vraiment écoutés, en tout cas, ils le disent, ils se sentent écoutés, se sentent entendus. Donc, on réexploite des capsules vidéo et toutes les erreurs qui ont été identifiées dans le quiz, on sort les statistiques de nouveau anonymisées. Ça nous permet aussi de nous dire, bah, tiens, au début du cours, on va remettre l'accent sur tel et tel aspect. Et l'étudiant est invité dans sa fiche à décrire ce qu'il va mettre en place aussi pour pallier ces difficultés. Comme ça, la personne permet aussi d'imaginer des solutions et de se tourner vers des solutions. Alors, les constats positifs, les étudiants sont très nombreux à avoir visionné les capsules de révision. Donc, on constate que là, c'est quelque chose, finalement, ils se mettent au travail avant d'arriver au cours et c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Ils sont par contre moins nombreux à réaliser le quiz auto-formatif, mais finalement, on pourrait se dire qu'on est quand même à 1 sur 2 à l'avoir fait. Donc, on sait qu'en tout cas, ils entrent déjà dans une démarche. Donc, cette démarche-là, la démarche un peu plus passive, je regarde une vidéo, elle marche mieux que la démarche active d'implication dans le travail. Nommer explicitement les étapes de la réflexion, ça semble porteur. On a même vu des étudiants qui s'étaient fait des fiches eux-mêmes avec ces fameuses étapes qui revenaient, quand on fait des exercices, parfois on les entend verbaliser tout bas. Alors d'abord, je fais ça, je vais chercher des indices, etc. Et effectivement, ils cernent d'emblée les liens avec leur métier et avec l'évaluation certificative. Et paradoxalement, ça devrait les apaiser puisqu'on les entraîne bien à ce qu'on va évaluer. Mais en même temps, pour certains, ça représente un stress. C'est « Ah oui, c'est vrai, il y a le certificatif derrière ». Alors, il y a des constats plus mitigés. On a eu beaucoup de difficultés à exploiter la fiche métacognitive. Ça reste encore très compliqué pour les étudiants. C'est difficile. Parfois, on est obligé de les pousser et on se demande vraiment un questionnement derrière. Est-ce que c'est à nous de les pousser? Comment faire pour qu'ils comprennent l'intérêt de cette réflexion? Et là, voilà, il y en a qui sont dedans à fond et d'autres qui ne le sont pas. Alors, les demandes de régulation vers l'enseignant et les tuteurs restent finalement peu nombreuses. On a toutes les semaines 2, 3 questions, pas plus. Et alors, il y a évidemment le caractère extrêmement chronophage de ce dispositif, ça qui a été pointé par tous les enseignants, mais qui finalement nous a bien servi une fois qu'on a dû basculer en distanciel. La fiche métacognitive, on l'a un petit peu laissée de côté. Par contre, le reste du dispositif, ça permettait vraiment de soutenir les études. Voilà, et je vais passer la parole à Karine. Voilà, je regarde. Excusez-moi juste, il nous reste 15 minutes. Alors, si vous arrivez à garder 5 minutes pour quelques questions. D'accord, je vais essayer d'aller pas plus de temps. Rapidement. Donc, moi, je vais témoigner d'une expérience qui a été réalisée à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Et donc, je m'appelle Karine Dejean et je suis responsable du service d'orientation et d'aide à la réussite et aussi enseignante. Et donc, je pense qu'expliciter ces deux casquettes est important pour comprendre comment cette expérience a pu être mise en évidence. Donc, cette expérience a été construite dans le cadre d'un cours, un programme des cours pour les premières bacheliers, un cours en sciences économiques et sociales qui s'adresse à des étudiants, donc je l'ai dit, de première bachelier. C'est un cours qui vise à développer des compétences de lecture critique de textes scientifiques. Alors, je vais vous expliquer deux dispositifs que j'ai construits en parallèle. Un premier dispositif de formation-enrôlement des assistants et le dispositif qu'on a mis en œuvre pour les étudiants et ensuite les résultats. Je vais vous présenter les résultats d'un questionnaire d'auto-évaluation des stratégies de préparation à une épreuve évaluative que nous avons fait passer aux étudiants. Donc, au niveau de l'enrôlement des assistants, différents acteurs étaient impliqués, des assistants, moi en tant que professeur et une conseillère pédagogique et des assistants du cours, donc de la discipline, et des assistants, des conseillères assistantes au SOA, donc au service d'orientation et d'aide à la réussite.
on est intervenu, enfin je suis intervenue et la conseillère pédagogique est intervenue à différents moments, en début de quadrimestre avec une séance de présentation du modèle que Mireille a présenté, le modèle d'autorégulation, et ces assistants du cours étaient amenés à construire des stratégies pédagogiques justement pour aider les étudiants à développer des compétences métacognitives. On leur a présenté aussi une grille des stratégies volitionnelles, donc comment se mettre au travail et maintenir l'effort et le travail. À la fin du module à mi-parcours, au niveau du cours, il y a eu un débriefing entre les différents acteurs pour essayer vraiment d'identifier les difficultés qu'ont rencontrées les étudiants et les stratégies pédagogiques qu'on a pu mettre en place pour les aider à les surmonter. Et à la fin du quadrille, on a prévu en tous les cas un débriefing entre les différents acteurs pour partager cette expérience et évaluer notamment les résultats du questionnaire d'auto-évaluation dont je vais parler tout à l'heure et qui a été administré à l'entièreté de la promotion des étudiants. Donc, en termes de scénario pédagogique, voici les différentes séquences. Donc, au départ, il y a une séquence de cours par le professeur, donc moi en l'occurrence, sur les stratégies de lecture critique. Ensuite, un premier TP avec les assistants du cours où ils développent des exercices de lecture guidés sur un texte scientifique et travaillent l'accompagnement autorégulier. Le deuxième TP prend la même structure, le même schéma. Et vous voyez ici la manière dont c'est traduite ces stratégies d'accompagnement de l'apprentissage autorégulé dans le TP, donc qui est mis en œuvre par les assistants du TP, où au début du TP, ils demandent aux étudiants combien de temps ils ont mis pour lire le texte, comment ils ont fait pour travailler ce texte, dans quel environnement, avec quel matériel. Ils leur demandent aussi de comparer le texte. Donc vous voyez, il y a vraiment un moment de stop et d'analyse. Ensuite, les étudiants sont mis en travail en sous-groupe et ils doivent construire un poster. Et ensuite, à la fin du TP, de chaque TP, les assistants ont fonctionné comme ça. Après les exercices en sous-groupe, il y a vraiment une dynamique qui est mise en place avec les étudiants où les assistants leur posent les questions sur les difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau mis en place pour les surmonter. Il y a une comparaison, ils demandent aussi de comparer leurs différentes productions et d'essayer de se projeter, de planifier pour la suite comment ils pourraient réguler leur action pour réaliser au mieux l'exercice suivant qui va leur être présenté. Alors, les assistants donnent quelques conseils. Par exemple, ils travaillent explicitement l'autonomie en disant que l'autonomie, c'est quelque chose, comme Mireille l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Et comment? Mais justement en planifiant les tâches. Et ici, vous voyez une série de conseils qui sont donnés en termes de manière de planifier les tâches, mais aussi de se mettre au travail et de persévérer, notamment en anticipant. Par exemple, on a parlé des dimensions émotionnelles lors des séances de ce matin. Anticiper la gratification, le plaisir obtenu une fois l'objectif atteint, le fait de faire attention aussi, d'éviter les distractions, etc. Donc, le TP3, c'est un TP qui est un TP collaboratif qui réunit à la fois les assistants de secours et les assistants de services d'orientation et d'aide à la réussite. Et dans le cadre de ce TP, ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, j'ai essayé d'aller un peu trop vite, entre les TP, il y a une épreuve intermédiaire, c'est-à-dire que les étudiants doivent passer une épreuve qui compte pour 4 points de la totalité de la note pour l'unité d'enseignement et qui est une note certificative, donc, puisque c'est une épreuve évaluative qui porte sur la lecture d'un texte et la réponse à une question d'examen. Après, lors du 3e TP, ils reçoivent les résultats de cette épreuve évaluative et en collaboration, les assistants du cours ITUS et les assistants du service d'orientation et d'aide à la réussite amènent les étudiants à faire un stop à nouveau sur la production au niveau de l'épreuve évaluative, amènent en tous les cas
les étudiants à analyser les conditions de préparation de l'épreuve, à analyser les types d'erreurs qu'ils ont commises et d'imaginer des nouvelles adaptations, des nouvelles façons de faire pour mieux répondre aux exigences et améliorer la qualité des productions futures. Alors la production future, excuse-moi, juste avant, si tu veux bien, j'ai pas fini. La production future, c'est l'épreuve, la deuxième épreuve intermédiaire dans laquelle ils vont devoir, ils ont la possibilité, si vous voulez, il y a un joker, ils ont la possibilité d'améliorer leurs notes. Si leurs notes étaient inférieures à la moyenne, ils sont obligés de représenter la deuxième épreuve et on ne garde que les résultats de la meilleure des deux épreuves. Et donc, en termes d'ajustement, justement dans ce TP3, ils sont amenés à définir des nouvelles façons de faire pour pouvoir mieux réussir cette deuxième épreuve intermédiaire. Et avant cette deuxième épreuve intermédiaire, on leur fait passer un questionnaire d'auto-évaluation des apprentissages et vous voyez les résultats du questionnaire d'auto-évaluation des apprentissages, on va dire des stratégies qu'ils ont mis en place pour se préparer. Et ici, vous voyez les stratégies qui sont les plus fréquemment rapportées par les étudiants. Vous voyez qu'ils rapportent, ils sont 91% à rapporter des stratégies relatives à l'observation de la manière dont ils s'y sont pris pour réaliser l'épreuve, à réfléchir sur l'épreuve corrigée avec ou sans l'aide d'une personne et à s'être demandé dans quelle mesure les consignes étaient bien comprises. Je vous laisse lire les différentes... vous voyez qu'il y a différents types de stratégies. Pour aller plus vite, je vous laisse les lire, mais vous voyez qu'il y a quand même un fort taux de réponse. Ils sont 90% des étudiants à répondre qu'ils ont identifié à l'avance, par exemple, les conditions matérielles dont ils ont eu besoin. Donc, en termes de planification, ils sont assez nombreux à identifier cette stratégie. Alors, les stratégies les moins rapportées, en termes d'analyse, c'est le fait qu'ils ne comparent pas, alors qu'on leur conseille leur épreuve à celle d'un autre étudiant. Ils sont seulement 31% à dire qu'ils le font. Ils sont 66% à identifier de nouvelles stratégies à mettre en place pour réussir cette épreuve. En termes d'ajustement, ils sont quand même 58% à dire qu'ils améliorent leur stratégie. Et vous voyez ici aussi des pourcentages relatifs à la planification. Donc, voici pour les premiers résultats par rapport à ce questionnaire. Ici, quand on leur a demandé, par la suite, il y avait une série de questions qui étaient des questions fermées. Donc, un peu comme on en avait parlé ce matin aussi, l'importance de leur donner, en fait, ce questionnaire n'est pas du tout certificatif, c'est vraiment avec un objectif formatif, de leur faire prendre conscience des stratégies qu'ils peuvent mettre en place, donc d'élargir leur palette de stratégies qu'ils peuvent mettre en place. Et ici, on leur a offert aussi des questions ouvertes dans lesquelles ils ont également explicité les stratégies qu'ils mettaient en place, donc des stratégies de lecture d'un texte et de lecture de consignes de l'épreuve évaluative, des stratégies d'organisation qu'ils ont pu repérer aussi et des stratégies de rédaction. Voilà, j'ai essayé d'aller au plus vite avec le temps qui restait. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a bien jusqu'à 14h40, discussion comprise, parce qu'on a commencé un tout petit peu plus tard? Disons, moi j'avais compté 35 en prenant un peu de temps. Je vais essayer vraiment d'aller très vite. J'avais pas, il y a encore une partie, parce qu'après on a encore quelque chose à 15h30, mais allons jusqu'à 35. Bon, alors, appropriation à la démarche, c'est vraiment un peu quelque part remettre une couche de méta sur ce qui vient d'être dit dans tous les deux exemples que vous avez vus au sein de la haute école, promotion sociale ou université. C'est que les acteurs ont mis à un moment donné des rétroactions, du feedback à différents niveaux. Alors, les petits symboles vous le montrent et je pense, Mireille, voilà, que d'autres apparaissent encore. Et donc, vous voyez que ces enseignants sont intervenus à différents endroits. Alors, comment ça s'est passé? Très pratiquement, une personne du service
service d'aide à la réussite ou un conseiller pédagogique à discuter avec les enseignants qui étaient impliqués dans ces différentes institutions. Et c'est un peu l'enseignant qui s'est positionné en s'appropriant le modèle, en se disant, eh bien, c'est plutôt là que j'aimerais intervenir ou plutôt là. Donc, l'enseignant choisit où il souhaite intervenir dans le modèle. Dia suivante. Alors en fait, on se rend compte que cette boucle de régulation que les étudiants mettent par moment, et bien donc ce monitoring interne dont on a parlé aussi dans les communications de ce matin, et bien permettent aux étudiants de mettre en place certaines stratégies, mais parfois elles ne sont pas toujours efficientes et on va parler de stratégies dysfonctionnelles. C'est le cas par exemple, Mireille en a parlé tout à l'heure, de l'étudiant qui va adopter des stratégies de mémorisation. Et mettons, dans un premier temps, il décide d'apprendre son cours chaque semaine un tout petit peu. Il sait que l'exigence de son professeur, c'est de bien connaître le cours. Donc, le professeur a exprimé une exigence. Et l'étudiant donc se dit qu'il va faire ça juste au moment où il se rend compte qu'il a oublié les premiers chapitres de ce qu'il a étudié quelques semaines auparavant. Alors, du coup, il s'autorégule et il dit, eh bien, du coup, je vais décider d'apprendre mon cours la veille de l'examen. Et là, eh bien, ça peut provoquer des catastrophes puisqu'il va se retrouver avec une quantité de matière importante. Pourquoi il est donc nécessaire de pouvoir intervenir, que ce soit au niveau pédagogique, par des contrôles éventuellement, pour qu'il se rende compte qu'il avait oublié les premiers chapitres. Ça, c'est ce que l'enseignant a par exemple mis en place. Mais peut-être que le service d'aide à la réussite va pouvoir lui expliquer justement les composantes métacognitives et toute l'importance de dire, mais tu sais, il faut réactiver cette mémoire. Qu'est-ce que tu as fait pour réactiver cette mémoire? Est-ce que tu as fait attention au fait que tu oublies certaines choses? Est-ce que tu as fonctionné en faisant par exemple des associations de sens? Et donc, quelque part, là, on a vraiment toute l'importance des activités que l'enseignant va faire, mais aussi des services d'aide à la réussite qui vont peut-être avoir plus de temps par rapport à ça. Alors, dans le choix de cette activité un peu méta là, qui venait terminer l'intervention pour le groupe ADAPT, la focale qu'on voulait mettre, c'était surtout sur les objectifs et de se dire que parfois l'enseignant, il a des objectifs en tête et l'étudiant, lui, il va aussi se poser certains objectifs. Et donc, il y a toute une importance de mettre en place des rétroactions, les feedbacks sur les apprentissages. Et quelque part, ça va permettre de mieux atteindre ou de mieux toucher ce que l'étudiant se représente comme des objectifs. Et c'est d'autant plus important dans l'enseignement supérieur où, vous l'avez vu, on est face à des tâches très complexes. Alors, on touche à ce moment-là à ce qu'on peut appeler aussi l'évaluation formative, c'est-à-dire que l'enseignant peut mettre en place des activités, et j'aimais beaucoup ce modèle, ce n'est pas pour rajouter un modèle au modèle, mais c'est simplement pour bien resituer que quelque part, dans un dialogue et dans un souci d'aller collecter des informations, par des pratiques d'évaluation formative, on permet une régulation de l'apprentissage de l'étudiant, régulation qui se fait dans les pratiques d'évaluation, elles-mêmes intégrées dans les pratiques d'enseignement, dans la pratique enseignante, et que c'est bien un dialogue qu'il va y avoir entre l'enseignant et l'étudiant sur la base d'indices qu'on va pouvoir apporter quelque part cette couche de régulation et puis de pouvoir réfléchir quelque part sur ce que l'apprenant en fait. On peut passer à la dia suivante. Alors, ici, pour resituer, mais tu peux déjà même aller dans la dia encore suivante aussi, puisque je suis prise par le temps, c'est que dans un des modèles qui a été la source aux différentes réflexions, il y en avait de nombreux, et c'est vrai que celui-ci, quelque part, j'aimais beaucoup pouvoir le réintégrer quelque part, parce que si on remet le modèle d'autorégulation présenté par Mireille tout à l'heure à l'intérieur de ce modèle-ci, Butler et Wynne, en fait, permettent vraiment de mettre l'accent sur, OK, on s'est fixé un objectif, mais pour finir, quelle est la performance? C'est-à-dire ce sur quoi je vais devoir mettre des points si moi je suis l'enseignant qui doit juger de l'atteinte ou pas de ces objectifs. Et donc, parmi le feedback que je vais donner, ce que j'aimais beaucoup ici, c'est que dans une tâche, ou quand une tâche est complexe, c'est quels sont les indices que je vais pouvoir poser. Et donc, quelle est ma responsabilité en tant qu'enseignant? Quels sont les indices? Quelles sont les questions? Et dans l'intervention d'Isabelle, ça ressortait très fort un peu, hein, toutes les questions que l'on va poser, les indices que l'on va poser pour que l'étudiant se remette dans cette boucle interne de monitoring et se dise, eh bien, est-ce que les objectifs que je me vise sont corrects?
Ce qui est intéressant aussi, et il y avait notamment l'expérience du partenaire d'écriture intelligente de Zellermeyer, c'était encore sur la dia précédente, mais ce n'est pas grave, c'est qu'il avait même fait de manière automatique par rapport à un exercice d'écriture. Alors, ici, en fait, le propos est donc de bien faire la différence entre quelque part les objectifs d'apprentissage que l'on va se viser, et en ça, on peut imaginer qu'un objectif d'apprentissage, c'est quand on amène l'étudiant à apprendre plus en profondeur et donc à mettre en place des stratégies vraiment pour comprendre vraiment ce qu'on attend de lui et vraiment développer une connaissance approfondie par rapport à un objectif de performance qui serait je dois atteindre le 10 sur 20 et je vais mettre en place des stratégies qui ne sont peut-être pas les plus optimales, mais simplement pour atteindre cette performance. Et que parfois, quand on met l'étudiant dans une situation d'examen, par exemple, eh bien, on va l'amener parfois à développer des stratégies qui ne seront pas nécessairement celles d'un apprentissage en profondeur. Toute l'importance d'avoir aussi des tâches qui vont bien être caractérisées par les rétroactions. Alors justement, les types de rétroactions. Mireille, tu as été très vite, j'essaye de suivre, mais voilà, c'est parfois compliqué. C'est que souvent, ce qu'on met en place dans nos activités d'enseignement, ce sont des rétroactions, ou plutôt ce qu'on appelle ici la validation de la tâche. J'aimais beaucoup ça aussi de cette étude-là de Butler et Winnie, parce qu'en fait, c'est l'enseignant, quelle est la perception qu'il a, c'est des indices qu'il va donner, les questions qu'il va poser, etc. Donc, vraiment dans les feedbacks qu'il va donner par rapport à la réalisation attendue, par rapport à la tâche. Ce qu'on oublie peut-être plus, et là, je vous invite vraiment à y réfléchir, c'est plutôt la validation cognitive, c'est-à-dire là, au niveau de l'apprenant, c'est quelle est la mesure de l'influence de l'indice. Donc, je vais poser un indice à un moment donné, mais qu'est-ce que l'étudiant en fait? Est-ce que du coup, dans ces régulations, si on repart de l'exemple de la mémorisation, il va bien mettre en place une mémorisation qui est vraiment basée sur ses connaissances métacognitives et ce qui va vraiment mettre en place des stratégies efficientes. Et puis la validation fonctionnelle qui est donc, pour finir, est-ce qu'il y arrive vraiment? Il y a une performance attendue, il y a aussi l'objectif que l'étudiant s'était fixé, est-ce qu'on arrive à rejoindre pour finir les deux ou pas? Voilà. Alors, une bonne pratique de rétroaction pourrait être définie comment? Eh bien, c'est vraiment d'aider à clarifier une bonne performance. Et là, c'est l'enseignant qui doit être très explicite dans son contrat didactique. Faciliter le développement de l'auto-évaluation, donc amener par des questions, par des exercices, par les fiches métacognitives, l'étudiant à développer ce monitoring. Fournir des informations de haute qualité. Et là, c'est tous les indices qu'on peut mettre en place également. Encourager donc le dialogue enseignant avec l'étudiant avec ses pairs. Encourager les croyances motivationnelles positives et l'estime de soi. Donc là, c'était vraiment le premier décalage qu'on peut parfois avoir de déresponsabilisation quelque part en disant ça ne dépend pas de moi. Ben si, et en plus, tu es capable de le faire. Offre de possibilités de combler l'écart entre les performances actuelles et souhaitées, et puis fournit des informations aux enseignants qui peuvent être utilisées pour aider à façonner l'enseignement. Et du coup, on peut avoir des balis, se poser la question, dans mon évaluation formative, et elle pourrait être continue, ça c'est vraiment encore la cerise sur le gâteau, et bien se dire c'est quoi les balises qu'on va mettre, pour quels usages, pour qui, sous quelle forme, sur quoi, quels sont les délais et possibilités d'amélioration. Alors tout ceci pour terminer, mais vraiment là c'était vraiment au pas de course, et donc on ne va pas prendre le temps de lire tout ce bon schéma, mais qu'on vous invite à découvrir sur le site du groupe ADAPT, et ça pourrait faire un poster, c'est en fait vous montrer que toutes les activités de feedback pour clarifier un peu ces objectifs et un peu ces décalages peuvent intervenir à différents endroits du modèle. C'est un peu même très petit pour le lire ici, mais c'est un peu ce qui a été expliqué dans les exemples par mes collègues sur les différentes choses. En conclusion, s'il y a bien une chose qu'on souhaitait que vous reteniez, c'était que l'autonomie à apprendre s'apprend et qu'il y a donc tout un devoir au niveau des activités d'enseignement, mais aussi des services d'aide à la réussite pour pouvoir aider ces apprenants à les développer. Voilà, on vous remercie pour votre attention.